Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition de Rabat. Il est 16h et nous sommes ravis de vous accompagner durant les 2 prochaines heures. Dans un instant, un premier tour d'horizon de l'actualité de ce vendredi 23 juin. Juste après, nous recevrons Mohamed Ben Hammo, le directeur du Centre marocain des études stratégiques. Avec lui, nous reviendrons sur la résolution qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi. Une résolution qui salue le déploiement de la force G5 au Sahel, la force qui œuvre à la sécurisation de cette région. Avec notre invité, on reviendra sur le contenu de cette résolution et sur ses conséquences. Et dans notre entretien culture, ce soir, nous parlerons des femmes musiciennes du Maroc. Un ouvrage conséquent vient de leur être consacré. Il est signé Rita Stirn-Wagner et elle sera avec nous tout à l'heure pour nous le présenter. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première édition du journal avec Manal El-Ardali. Bonjour Manal. Bonjour Hanan, heureuse de vous retrouver dans cette tranche d'information. Tout de suite, la première édition du journal. Voici les titres. À la une de ce journal, cet appel des Émirats arabes unis, Abu Dhabi a sommé le Qatar de prendre au sérieux une liste de demandes de ses voisins, a cité d'abord une réduction des relations avec l'Iran, le point dès le début de cette édition. Et au Maroc, la Fondation Mohamed V pour la solidarité est venue en aide aux 33 voyageurs marocains bloqués dans la région d'Alicante en Espagne. L'autocar qui les transportait de l'Italie vers le Maroc a été saisi et le chauffeur était sans permis. Les détails à suivre dans cette édition. En Europe, clôture aujourd'hui du sommet européen à Bruxelles. Au menu des discussions, coopération européenne en matière de défense, lutte contre le terrorisme et Brexit. Plus de précisions dans quelques minutes avec notre correspondant à Bruxelles. On ouvre cette édition avec ces développements dans la crise du Golfe. Les Émirats arabes unis ont appelé aujourd'hui le Qatar à prendre au sérieux une liste de demandes de ses voisins, dont une réduction des relations avec l'Iran. Le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a lancé ce message dans des tweets. Doha devrait satisfaire les demandes d'ici 10 jours. Le point avec Salma Saïdi. 13 conditions pour une levée d'embargo et un ultimatum de 10 jours pour accepter ou non ces requêtes. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte reprochent au Qatar sa proximité avec l'Iran. Le pays devra réduire au strict minimum ses relations avec ce pays. Les 4 pays demandent aussi au Qatar de fermer la chaîne de télévision Al Jazeera et notamment ses antennes à l'international. Ils accusent le média de créer les troubles dans la région. Le Qatar devrait aussi rompre ses liens avec les frères musulmans, Daesh, Al-Qaïda, le Hezbollah et le Front Fatih al-Sham, ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, mais aussi extrader toutes les personnes considérées comme terroristes. Autre point évoqué et pas des moindres, la fermeture que sur le sol qatari et l'arrêt des opérations militaires conjointes avec la Turquie sur le territoire du Qatar. Une demande à laquelle Ankara a répondu par une fin de non-recevoir. Le ministre turc de la Défense a expliqué que la Turquie n'envisageait pas de réexaminer le sort de cette base. Parmi les demandes politiques et diplomatiques, on retrouve aussi quelques doléances économiques, notamment l'alignement stratégique avec le Conseil de coopération du Golfe. Les 4 pays réclament aussi le versement en guise de dédommagement d'une somme dont le montant n'a pas été précisé. Pour rappel, l'Arabie Saoudite et ses alliés ont rompu début juin leurs relations avec Doha. Ils ont dans la foulée fermé toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres avec l'Émirat, plongeant le Qatar dans l'isolement. Le pays a donc 10 jours pour se conformer à la liste des 13 conditions transmises par la médiation du Koweït. Mais pour de nombreux observateurs, il y a peu de chances pour que le Qatar s'y conforme. Et de son côté, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson affronte sa première crise majeure avec la crise dans le Golfe. Il tente une discrète médiation compliquée par des dissonances avec la Maison-Blanche. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous propose d'écouter David Rigoulet-Rose. Il est chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Il y a un embarras manifeste à Washington, d'abord parce qu'il y a une relative cacophonie
concernant la position vis-à-vis du Qatar. Dans un premier temps, il y a eu des tweets très durs du président Trump qui rejoignaient dans l'esprit, à défaut de la lettre, les exigences formulées aujourd'hui par les membres du CCG. Mais embarras notable parce que le département d'État est obligé de prendre en compte, et le Pentagone également, un certain nombre de choses, notamment le fait qu'il y a quand même la base avancée du CENTCOM qui est à Al-Hudayb et qui permet effectivement de planifier un certain nombre d'opérations contre l'État islamique justement dans la région. Donc c'est pas anodin. Les États-Unis ne sont pas dans une recherche de l'escalade, au contraire, effectivement, et ils sont tiraillés entre des intérêts contradictoires, à la fois contenter Riyad, effectivement, mais pas trop loin, parce qu'il y a Mohamed bin Abdulrahman, ministre qatari, qui avait appelé au dialogue en disant que même s'il y a des sujets de désaccord, il y a des intérêts majeurs qui doivent prévaloir. C'est un nouveau drame au Pakistan. Un double attentat a eu lieu aujourd'hui dans un marché bondé à l'approche des festivités de Eid al-Fitr. Le bilan est lourd, au moins 11 morts dans une localité principalement chiite des zones tribales au nord-ouest du Pakistan, selon les autorités locales. Les marchés de cette ville proche de la frontière afghane ont déjà été visés par 2 attentats majeurs cette année. Ces attentats ont fait 22 et 24 morts. Il s'appelle Rassan Salamé, c'est le nouvel émissaire onusien en Libye. Il est universitaire et ancien ministre libanais de la Culture. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné mardi son feu vert à cette nomination. Une nomination qui achève une recherche de 4 mois pour trouver le nouveau responsable de la mission politique de l'ONU en Libye. Un responsable chargé de chapeauter les négociations pour parvenir à un accord, une entente pour la composition d'un gouvernement d'unité nationale. Souvenez-vous, en février, les États-Unis se sont opposés à la nomination de l'ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad. On s'intéresse à présent à la crise dans la République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies veut apprendre plus sur les graves violences dans le Kasaï, dans le centre du pays. Le Conseil des droits de l'homme a adopté aujourd'hui une résolution prévoyant l'envoi d'un groupe d'experts internationaux pour entamer une enquête. Initialement, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'Union européenne et les États-Unis souhaitaient créer une véritable mission internationale indépendante, mais Kinshasa a rejeté l'idée. Les pays occidentaux ont donc préféré de trouver un compromis avec les pays africains. Depuis septembre 2016, le Kasaï est secoué par la rébellion du chef traditionnel, tué en août dernier au cours d'une opération militaire après s'être révolté contre le pouvoir de Kinshasa. Et pour aborder en détail la crise dans la République démocratique du Congo, on joint par téléphone monsieur Jean-Jacques Ondo, expert et chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Bonjour monsieur Ondo. Bonjour. Alors c'est en définitive un compromis. Il y aura des experts de l'ONU, mais pas d'enquête internationale. Kinshasa a sauvé son honneur et a préservé sa souveraineté. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les familles des victimes? Est-ce qu'on peut parler déjà d'une victoire pour Kinshasa et pour le président? Oui, madame, vous l'avez bien dit qu'il s'agit d'un compromis. Quand on parle d'un compromis, c'est souvent une solution qui est qualifiée de jeu à somme positive, qui arrange les deux parties. Si on peut admettre en partie que Kinshasa a sauvé son honneur du fait d'avoir évité une enquête internationale indépendante, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a préservé sa souveraineté. En effet, si vous lisez en détail le contenu de cette résolution, la résolution mandate les enquêteurs de l'ONU d'enquêter en coopération ou sous la facilitation des autorités congolaises. Alors que Kinshasa plaidait au départ pour diriger seul l'enquête et que les Nations Unies allaient lui apporter seulement un appui logistique. Donc on se trouve face à une situation de compromis qui est une sorte de verre à moitié plein pour les uns et à moitié vide pour les autres. D'autre part, on ne peut pas brandir la souveraineté lorsque l'on dépossède le pouvoir judiciaire d'un pays, un des organes régaliens de souveraineté d'un État, de toute l'attitude de mener seule une enquête judiciaire sur son territoire national. Donc il faut un peu pondérer cette façon d'interpréter cette résolution qui pour moi est ni pour ni restreint pour les deux parties en présence. Alors monsieur Ondo, maintenant, quelles sont vos propositions? Comment mettre fin, à votre avis, à ces violences au Kasaï?
Mais d'abord, il faut dire que le fait que, dans un premier temps, une partie de la question où les autorités africaines, où le Congo a bénéficié du soutien des autorités africaines, c'est le paradoxe africain, des dirigeants africains qui, sous l'argument ou le prétexte de vouloir combattre ce qu'une certaine opinion qualifie d'hégémonie, d'impérialisme occidental, qu'ils sont des solidarités négatives au détriment de leur population, qui sont souvent des victimes de leur gouvernance. Mais pour pouvoir trouver une solution ou tenter de trouver une solution, je pense que la solution ne peut passer sans rechercher la vérité. Or, pour parvenir à chercher la vérité, il faut mettre en place une grande action de réconciliation. Or, la réconciliation ne peut arriver que s'il y a une justice qui est prononcée de manière équitable, de sorte à restaurer l'équilibre sociétal, donc de sorte à remettre la société en équilibre. Or, la manière dont les choses semblent aller, nous sommes loin de pouvoir trouver une solution définitive, vu qu'il y a déjà des balbutiements au niveau de la mise en place de cette justice. De l'autre côté, il faut remonter aux origines, aux causes de cette crise, qui au départ, le premier greffe du chef coutumier qui a été assassiné, c'était une contestation face à la gouvernance. Or aujourd'hui, le même gouvernement qui sont contestés, ce sera difficile qu'il soit une partie prenante de la solution. Parce que la problématique de la crise, c'est qu'il y avait une contestation face à la manière dont l'espace du Grand Kasaï ou l'espace où régnait le chef Kamil Nsapu était géré. Les solutions doivent être globales et à mon avis, il sera difficile dans un premier temps, si les choses restent en l'état, de pouvoir trouver une solution avec le gouvernement actuel. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Ondo, pour toutes ces informations. Et la lutte contre le terrorisme se poursuit. Des agents de la garde civile espagnole ont arrêté aujourd'hui, grâce à la collaboration des autorités marocaines, une personne soupçonnée d'être en relation avec des structures de recrutement d'extrémistes pour le compte de Daesh et AQMI. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un homme âgé de 40 ans, d'origine marocaine et de nationalité danoise. Toujours selon la même source, l'enquête ayant permis son arrestation a été menée grâce à l'étroite collaboration entre la garde civile, les services de sécurité danois, les autorités marocaines et Europol. L'Union en cause était visée par plusieurs enquête ouverte sur des personnes de Melilla qui occupaient des postes de responsabilité dans des entreprises danoises sans pour autant en avoir les qualifications, toujours selon le ministère de l'Intérieur. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est venue en aide aux 33 voyageurs marocains bloqués dans la région d'Alicante en Espagne. L'autocar qui les transportait de l'Italie vers le Maroc a été saisi et le chauffeur était sans permis. Des équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se sont mobilisées. C'est un reportage de Mohamed Amin Boumzebra sur un récit de Fayrouz Bentalb. Dès l'arrivée du bateau à la mer Patrie, les longues heures d'attente sont vite oubliées. Ces 33 voyageurs ont été retardés, coincés dans la région d'Alicante en Espagne, après que l'autocar qui les transportait d'Italie vers le Maroc ait été saisi. Il s'est avéré que l'autocar appartenant à une société espagnole ne possédait pas les documents qui l'autorisent à transporter des voyageurs. Le chauffeur, quant à lui, n'avait pas de permis de conduire. L'autocar n'est pas en règle, nous sommes malmenés ainsi que nos enfants. Cela fait 3 jours qu'on attend. Immédiatement après avoir été mis au courant, les cadres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité ont mobilisé des équipes pour régler le problème et ont alerté le consulat marocain à Algeciras qui a affecté un autocar pour transporter les voyageurs coincés. D'autres mesures ont été adoptées au niveau du port de Tangemed pour accompagner les voyageurs à leur arrivée au pays. La Fondation Mohamed V nous a pris en charge ici à Algeciras. Ils nous ont affrété un autocar pour nous transporter au bateau et nous attendons le car pour Casa. Les cadres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité ont également chargé des équipes médicales pour l'assistance de quelques personnes souffrant des effets de la fatigue suite aux longues heures d'attente à Alicante. Nous avons ausculté une dame avec un problème de tension artérielle à cause de la fatigue et du jeûne. Il y a eu d'autres personnes avec des plaies.
Il est à noter que la Fondation Mohamed V pour la solidarité a consacré des autocars pour transporter les Marocains résidant à l'étranger qui étaient coincés en Espagne vers leur destination. Du port Tanger Med, ils se dirigeant vers les différentes villes marocaines pour célébrer Eid el-Fitr et profiter de leurs vacances d'été. Les messages de soutien se succèdent après la décision du Maroc d'admettre sur son territoire un groupe de réfugiés syriens, des réfugiés bloqués dans des conditions précaires à la frontière du Maroc avec l'Algérie depuis le 17 avril 2017, après le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Jean-Paul Cavalieri. C'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Farhan Haq, qui s'est félicité hier à New York de la décision du Royaume, une décision prise conformément aux hautes instructions du roi Mohamed VI données aux autorités marocaines compétentes pour procéder au traitement immédiat de la situation de ces familles. Et dans le reste de l'actualité, la clôture aujourd'hui du sommet européen à Bruxelles. C'est là où se sont donc réunis hier et aujourd'hui les dirigeants de l'UE. Au menu des discussions, la coopération européenne en matière de défense et de sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, Brexit et changement climatique. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont exprimé leur volonté de construire ensemble l'avenir de l'Union européenne dans les prochaines années, mais aussi d'intensifier la coopération franco-allemande. Pour ce qui est de la feuille de route sur la réforme de l'Union et de la zone euro qu'ils veulent élaborer, ils ont refusé de donner une date pour sa publication. Et pour le Brexit, les premières propositions britanniques sur les droits des expatriés européens au Royaume-Uni après le Brexit ont été accueillis avec circonspection par les 27. Il serait équitable et sérieux selon la première ministre britannique, mais insuffisante d'après la Commission européenne. Et pour en parler en détail, on rejoint notre correspondant à Bruxelles, Tarek Labi. Bonjour Tarek. Bonjour Manel. On l'a dit, le sommet européen se clôture aujourd'hui à Bruxelles. Les dirigeants européens ont donc abordé les questions de sécurité, évoqué les relations avec les États-Unis, la Turquie ou encore la Russie. Mais sur l'épineux dossier du Brexit, de quoi a parlé la première ministre britannique Theresa May ? Alors Manon, rappelons tout d'abord que ce vendredi marque le premier anniversaire du Brexit. Le référendum qui a vu les Britanniques opter à 52% pour une sortie de l'Union a effectivement eu lieu il y a un an, jour pour jour, le 23 juin 2016. Et bien que le Brexit ne soit pas officiellement au menu du sommet de Bruxelles, Theresa May n'a pas pu s'empêcher d'évoquer le dossier face au bloc des 27. Hier soir déjà, elle s'est exprimée pendant une dizaine de minutes devant ses homologues européens avant de les laisser discuter du Brexit. Hors sa présence, elle leur a notamment promis de faire en sorte qu'aucun expatrié européen n'aurait à quitter la Grande-Bretagne lorsque le divorce avec l'Union aurait été prononcé, à savoir le 29 mars 2019 au plus tard. Et puis ce matin, la Première ministre a réitéré ses propos en déclarant que sa proposition visant à garantir les droits des Européens établis au Royaume-Uni était très équitable et très sérieuse. Je veux donner à tous les citoyens de l'Union qui sont au Royaume-Uni, qui ont construit leur vie et leur foyer ici, l'assurance que nul n'aura à partir, a-t-elle déclaré. Alors concrètement, ceux qui justifieront alors une présence d'au moins 5 ans se verront proposer un nouveau statut qui leur garantira les mêmes droits que les Britanniques en matière par exemple de santé, d'éducation ou encore de prestations sociales. Ceux dont la présence sera inférieure à 5 ans pourront rester le temps nécessaire pour arriver à cette durée. Notons, Manel, qu'il s'agit ici d'une sorte de proposition informelle, une proposition détaillée qui sera communiquée lundi prochain par le gouvernement britannique. Alors Tarek, vous avez abordé plusieurs déclarations de la Première ministre britannique. Qu'en est-il maintenant des réactions des 27 ? Est-ce que justement ces déclarations de Theresa May ont été suffisantes pour les dirigeants européens ? Alors effectivement, les dirigeants européens estiment que l'offre telle qu'elle est présentée aujourd'hui ne lève pas toutes les incertitudes de Bruxelles et les réactions des chefs d'État et de gouvernement européens vont presque toutes dans ce sens. Charles Michel, le Premier ministre belge, a ainsi évoqué une proposition particulièrement vague. La chancelière allemande Angela Merkel estime qu'il s'agit d'un bon début, mais bien sûr, il reste encore beaucoup d'autres questions. Vous l'avez donc compris, le flou persiste sur une série de questions que Theresa May n'a pas voulu évoquer. Et parmi les demandes les plus urgentes de Bruxelles, celle concernant les expatriés vivant en Grande-Bretagne. L'Union européenne demande qu'ils puissent défendre leurs droits devant la Cour européenne de justice, une possibilité catégoriquement rejetée par Londres qui refuse de rester soumis à une juridiction européenne. Alors,
dans ce méli-mélo qui risque d'être encore un peu plus compliqué au fil des négociations. Retenons l'attitude de Donald Tusk, encore lui. La proposition de Theresa May sur les droits des expatriés après le Brexit est en deçà de nos attentes, risque d'aggraver la situation des Européens dans le pays. Donald Tusk qui a voulu tout de même quelque part apaiser les tensions, préférant plutôt une image d'union et de cohésion forte. Tout en citant Imagine de John Lennon, le président du Conseil a déclaré que son côté réaliste le poussait à soutenir des négociations aussi efficaces que possible. Autrement dit, Manel, soyons zen et avançons, sans doute le meilleur conseil entendu lors de ce sommet. Merci beaucoup Tarek Labi pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre dans ces tranches d'informations, le JT de l'économie en compagnie de Oumaïma Sbila tout de suite.